Salam alaikum, Azouf Laoun, merci, bienvenue chers téléspectateurs, merci d'être avec nous pour cette émission de fin de semaine. Donc cette semaine encore, l'actualité algérienne a été marquée par une succession d'événements qui soulèvent de nombreuses interrogations et mettent en lumière le contraste grandissant entre le discours officiel et la réalité vécue par les citoyens algériens. Nous reviendrons d'abord sur l'éditorial de la revue El Jaish qui dresse un bilan particulièrement éloquent des réalisations d'Al-Majid Tebboune, le président de la République, présenté comme le prolongement du combat et des sacrifices des valeureux Chouhada. Un discours qui célèbre les achèvements du pouvoir tout en réaffirmant la victoire définitive sur le terrorisme en Algérie. Pourtant, presque au même moment, les autorités annoncent le démantèlement d'un groupe présenté comme affilié au MAC, composé d'Algériens et de ressortissants marocains, accusés d'avoir tenté d'empêcher les Algériens, surtout en Kabylie, de voter lors des élections, les dernières élections législatives. Une version officielle qui a suscité de nombreuses interrogations et un profond sceptisme au sein de l'opinion publique. Nous évoquerons aussi également, chers téléspectateurs, le drame de l'orphelinat d'Alger, où 11 enfants ont perdu la vue. Une tragédie qui a bouleversé toute la société et encore une fois relancé le débat sur l'état des institutions chargées de protéger les plus vulnérables et la culpabilité des responsables et de, bien sûr, celui qui choisit si même responsable. Dans le même temps, les incendies de forêt et les coupures d'électricité ont rappelé les fragilités du pays en contradiction avec les discours officiels volant les performances de Sonelgaz et les ambitions d'exporter de l'électricité vers l'Europe. Enfin, nous reviendrons sur les déclarations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, devant les membres de la diaspora algérienne en Allemagne, en invitant les opposants à rentrer au pays et en affirmant que les critiques est la bienvenue en Algérie. Le chef de l'État a voulu, bien sûr, envoyer un message d'ouverture, mais ces propos ont été accueillis avec beaucoup de scepticisme par la diaspora qui rappelle la poursuite des arrestations, des poursuites judiciaires et des restrictions visant toute voie critique en Algérie. Autant de dossiers qui alimentent le débat politique et posent une même question entre le récit officiel et les réalités de terrain. Quel regard peut-on porter aujourd'hui sur l'Algérie? Nous allons donc essayer d'analyser ensemble dans cette nouvelle édition de notre émission. Restez avec nous. Donc, pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir à partir de Paris un analyste politique, M. Gamal Abina. Marhaba bik, si Gamal Abina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation et bonne soirée à tout le monde. Super, merci beaucoup. M. Fatih Arras, militant politique à partir d'Algérie, est avec nous avec grand plaisir. Si Fatih, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azouf Laoun, merci pour l'invitation. Merci. Avec grand plaisir, merci beaucoup, M. Fatih Arras. Et à partir de Washington, le directeur de Renfort Démocratie en Algérie, M. Hamid Loul, est avec nous avec grand plaisir. M. Loul, marhaba bik, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, tout le plaisir pour moi et bienvenue à tout le monde. Merci, et avec grand plaisir, à partir de Tizi Ouzou, avocat, défenseur des droits de l'homme, M. Majid Hachout avec nous aussi. C'est Hachour, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, je vais commencer avec vous, M. Fatih Arras, si vous me permettez. D'abord, on va essayer d'écouter un petit peu l'éditorial de la revue El Jaish qui est apparu ce début de cette semaine. On va essayer de voir ce que la revue El Jaish a dit sur les sacrifices des premiers, des Chouhada, et bien sûr la continuité dans ces réalisations de M. Abdelmajid Tebboune. On l'écoute.
L'éditorial souligne que cette mémoire impose aujourd'hui un devoir de fidélité envers les martyrs, qui se traduit par la préservation de la souveraineté, le renforcement de l'État et la poursuite du développement sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon l'éditorial, les progrès réalisés ces dernières années dans les infrastructures et la sécurité alimentaire, hydrique, énergétique et numérique traduisent cette vision. Le président de la République avait d'ailleurs souligné dans son message à l'occasion de ce 64e anniversaire que l'Algérie nouvelle est portée par des volontés nationales sincères, fidèles au serment des martyrs, affirmant également que le pays dispose des atouts nécessaires pour poursuivre son développement et franchir une nouvelle étape vers l'émergence économique. Monsieur Fateh Arras, beaucoup diront que quand même la revue Le Djeish ne change pas de discours. Ça fait plusieurs années quand même qu'on nous donne le même discours, qu'on fait le même discours à chaque début du mois, et que malgré les critiques, malgré les remarques de beaucoup d'Algériens, mais quand même, peut-être c'est un point pour eux, hein, ils insistent sur ces réalisations de M. Tebboune et que c'est juste une poursuite des réalisations des moudjahidines de la Révolution. Comment vous interprétez un éditorial pareil qui ne change jamais? Chaque mois, c'est la même chose. Non, c'est très dangereux ce qui se passe en Algérie actuellement avec Abdelmadjid Tebboune. Comme on disait ici en Algérie, ça veut dire on transforme une institution à un organe de propagande pour le gouvernement. Actuellement, ça veut dire que l'institution militaire est devenue un organe je dirais, aux mains de l'exécutif pour défendre la politique d'Abdelmadjid Tebboune et qui s'oppose à ses opposants. C'est-à-dire le conflit politique, maintenant, on introduit un des garants de la stabilité dans un régime républicain démocratique qui se respecte, un des garants de la stabilité de l'ordre républicain, c'est l'institution militaire qui est en vérité l'institution de tous les Algériens. Elle ne doit pas être, je dirais, elle doit pas jouer un rôle d'un parti politique. Et ce qui fait on n'est pas dans une situation qu'on peut qualifier de démocratique. Je dirais, et si on n'est pas dans une démocratie, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est dans une république, parce qu'il y a une minorité qui s'accapare de tout. Elle s'accapare du pouvoir, de l'État et des richesses, et des distributions à sa guise. Et ce qui fait maintenant, on voit que l'État devient un instrument de pouvoir au main d'un gouvernement qui devait être en réalité un gouvernement. Ils disent que ce gouvernement il est issu d'une élection. Et l'élection, dans une démocratie, ce n'est pas l'élection, ça veut dire que c'est l'élection de la majorité. Ça veut dire que ce pas tous les Algériens qui sont derrière. Ça, dans une démocratie qui se respecte. On sait qu'en Algérie, ces élections n'ont jamais existé. Mais voilà, ça veut dire quoi? L'armée ou l'institution militaire, je ne dis pas l'armée, c'est les gens qui s'accaparent de cette institution, qui parlent au nom de cette institution. Ils parlent au nom de qui? Au nom d'une partie algérienne, une fraction, ou au nom d'une minorité, au nom de Tebboune, et les autres Algériens qui s'opposent à Tebboune. On les qualifie de quoi? Ça veut dire, on les rend, ça veut dire c'est des traîtres, c'est des gens qui s'opposent à leur armée, qui s'opposent à leur État. Qu'est-ce que c'est cette manière d'aborder les choses politiques en Algérie? Et c'est pour ça qu'on dit, c'est révélateur. Ce que fait le Djeish révèle qu'on n'est pas dans une démocratie. On n'est pas dans une situation où il y a une liberté, il y a des arcanes démocratiques, il y a les éléments, la démocratie. Mais 15 jours, ils ne sont pas là, ils sont absents. On a affaire à un régime autoritaire. Et ce régime autoritaire, il vassalise l'État. Il utilise les institutions, l'administration, pour défendre, je dirais, son despotisme et son autoritarisme contre les Algériens. Alors que l'armée appartient au peuple, elle n'appartient pas à Tebboune, ni à un gouvernement, l'un ou flan. Elle n'appartient pas ni à un parti politique, ni à l'Arandi, ni au parti d'opposition, ni au parti je dirais, du gouvernement. C'est l'institution de tous les Algériens. Elle doit être épargnée, ça veut dire de tout ça. Et le danger, c'est que
Monsieur Arras? Non, je crois qu'il y a un problème de communication. On va essayer de régler ce problème. Monsieur Majid Hachoura, vous avez entendu Monsieur Fathi Arras, une institution qui est garante normalement de la stabilité, ça peut l'affaiblir avec cette politique. Comment vous considérez ces éditoriaux de mensuels à chaque mois et nous lance le même éditorial avec, bien sûr, une description éloquente des réalisations de M. Tebboune. C'est quoi leur but, M. Majid Hachoura? Propagande et propagande et propagande, comme d'habitude. Quand la vérité domine, quand la réalité domine, quand on ne peut pas, je parle de la vérité, on ne peut pas dépasser la propagande. La propagande vient en secours. Ce n'est pas étonnant. Prenez les paragraphes et enlevez le nom de la question pour remplacer par Ben par Chibli. Vous allez trouver que c'est les mêmes qui depuis au moins 65. Pour moi, une institution publique doit être neutre, parce qu'une institution publique c'est une institution publique par essence est neutre. Elle est l'institution de tous les Algériens. Elle est l'institution de tous les pouvoirs, et pas uniquement du pouvoir exécutif actuel. Chaque institution publique doit respecter son rôle. Une institution publique, comme celle évoquée, ne doit pas s'ingérer et ne doit pas commenter l'actualité politique. Elle ne doit pas commenter l'actualité politique. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa vocation. Parce que si elle s'ingère dans les politiques, elle appellera des critiques. Et dans ce cas, si on la critique, il ne faut pas qu'elle dépose plainte ou qu'elle diffère cette critique en prison. On a vu des politiciens, des politiques critiquer cette institution et se retrouvent en prison pour démoralisation de qui vous savez, atteinte à qui vous savez, outrage à qui vous savez. La Constitution est bien claire. La Constitution est bien claire. Si la Constitution est bien claire, qui outrage la Constitution? Qui outrage la Constitution? Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Une revue telle que évoquée doit ou aura vocation à discourir ou à parler à des gens qui sont de ses compétences. À des gens qui sont des compétences. Maître Hachour, peut-être quelqu'un d'autre, il va dire comme quand même le premier responsable de l'institution militaire qui est M. Chengriha, il assiège dans le Conseil des ministres, il participe au programme du gouvernement, donc c'est son droit d'encourager ou plutôt de dire du bien du programme du gouvernement parce qu'il fait partie. Donc quand il fait partie, donc c'est normal qu'il défend. La Constitution dispose que de celle qui a vocation à s'adresser à la nation, au peuple et à l'État et le président de la République. Le seul qui a disposé à s'adresser à l'État, à la nation et au peuple, c'est le président de la République. Et personne d'autre n'a le droit de s'adresser au peuple dehors de cette compétence. Donc, pourquoi, en principe, vu justement,
et vu le principe de séparation du pouvoir, parce que je suis en train de subir un peu. Mais au côté de la séparation des pouvoirs, normalement, tout le monde doit s'en tenir à ses compétences. Le champ politique est régulé, est régulé par les politiques, et les autres champs, le champ économique, etc., est régulé par les économistes, et le champ militaire est régulé, la compétence des militaires. Très bien, c'est très clair, monsieur Maître Hachar. Restez avec nous, je reviens à vous. Monsieur Gamal Abine, est-ce que vous comprenez ces critiques, ces interrogations de beaucoup d'Algériens ne comprennent pas comment une institution qui est normalement garante de la stabilité, qui représente toutes les tendances de la société algérienne, des opposants, de ceux qui sont du pouvoir, sont contre le pouvoir, ceux qui ont d'autres, peut-être une autre vision de l'Algérie à part que celle de M. Tebboune. Comment expliquer que cette institution, qui, comme je viens de le dire, elle représente toute la société, tous les Algériens, elle prend côté d'une partie de la société. L'institution militaire algérienne, comme son nom l'indique, algérienne, donc la NP, est celle qui a fondé l'État algérien. Je le rappelle à titre indicatif, les premiers dirigeants algériens étaient issus de l'armée nationale populaire qu'on appelait à l'époque l'ALN. Donc l'institution militaire algérienne est intrinsèquement liée à la gouvernance en Algérie pour garantir la sécurité. Elle ne représente pas tous les Algériens, elle représente l'État algérien qui protège la population algérienne. Ce n'est pas une représentation de tendance politique. En revanche, lorsqu'elle se satisfait, et elle a raison de le faire, d'avancer en Algérie, il n'y a pas de raison de la critiquer. Ce qui est problématique dans ce que j'entends, c'est que c'est marrant parce que par analogie, fonctionnons par analogie, les États-Unis, dont on dit que c'est une démocratie, je pense que tout le monde conviendra qu'on nous vante les États-Unis comme une démocratie, ont placé à la tête de l'État de nombreux militaires. On s'en souvient, Eisenhower, et puis il y en a un paquet. On plaçait à la tête de l'État le chef de la CIA, tout de même, hein, dans les années 90, George Bush Senior. Donc le rapport entre sécuritaire, militaire et direction politique était intimement lié. On n'a pas remis en question le fait que les États-Unis sont une démocratie. L'Algérie organise des élections. C'est un des rares pays arabes qui le fait. Et un des rares pays africains. Mais surtout pays arabes. Il y a la Tunisie qui en fait un petit peu, c'est vrai, il faut le reconnaître. Sinon, tout le reste des pays arabes, c'est que des dictatures. Donc sur 22 pays, il y en a un seul qui va à l'exercice des élections, qui le fait bon an mal an dans les meilleures conditions possibles, et qui est critiqué pour cela. Moi, je ne comprends pas ce qu'on attend de l'Algérie. L'Algérie essaie de répondre à des principes démocratiques. Au fur et à mesure, comme toute démocratie, ça s'améliore, ça se développe. Mais on est toujours en train de dire attention, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. J'entends que l'institution militaire pose problème. Elle ne pose pas de problème puisque c'est la colonne vertébrale de la structure de l'Algérie. Parce qu'elle garantit la sécurité, qu'elle a vaincu le terrorisme, et qu'effectivement elle garantit la sécurité vis-à-vis d'ennemis extérieurs qui sont clairement identifiés, pas besoin de tourner en rond. On l'a vu en 88 avec le CNP, les sionistes voulaient attaquer l'Algérie, ils ont reculé parce que fort heureusement cette armée était forte et bien équipée. Aujourd'hui elle s'est rééquipée de façon extrêmement structurée, très modernisée. Et en même temps, sur la question de l'action politique, j'aurais dire simplement, rappelez-vous quand même, Gaï Salah qui dit « je suis avec le peuple », il a pris parti du peuple à l'époque du Hirak, et ça nous a épargné des vrais problèmes. Eh bien, soyons contents que cette armée maintenant ait une conscience de l'État-nation, qu'elle fonctionne comme une institution d'État-nation, je le précise, qu'elle garantisse les institutions et qu'elle ne prenne pas parti pour l'un ou l'autre, mais simplement pour les bilans économiques du pays, les avancées possibles. Ça, c'est une constante qui me paraît logique. Très bien, monsieur Gamal Abine. La question qui se pose, c'est que vous dites que l'armée a la raison de se féliciter du progrès économique en Algérie, ce qui est, peut-être vous avez raison, il y a eu des progrès économiques, mais il y a d'autres qui ont critiqué ce progrès. Pour eux, ce n'est pas suffisant. Pour eux, ce chemin, il reste des Algériens. Quand même, ils ont tous les droits et tous les devoirs comme des autres Algériens. Quand ils critiquent cette démarche économique du président de Bourse, donc est-ce que vous voulez dire comme quoi ils critiquent l'armée parce que l'armée soutient Tebboune? Est-ce qu'ils sont en conflit avec l'armée? Est-ce que l'armée est en conflit avec ceux qui opposent Tebboune? C'est ça le problème, monsieur Gamal Abine. Non, pas du tout. J'ai dit, elle soutient l'institution d'État. Je parle de l'État. Quand il y a des avancées, il faut s'en féliciter. Et que des gens ne soient pas contents, et c'est un grand classique chez nous, on n'est jamais content de rien. Mais c'est vrai que quand ça ne va pas, on peut le dire. Il n'y a pas de problème, moi, je ne suis pas du tout opposé à cela. Quand ça progresse, il faut le dire aussi. Il y a des choses qui ont progressé de façon extraordinaire. Je le dis régulièrement, la diversification économique au niveau national est faite.
Il faut arrêter de délirer. On a par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a un groupe Condor qu'on connaît depuis longtemps, qui équipe tous les foyers algériens, qui a réussi à investir à la faveur malheureusement de cette canicule délirante. Eh bien, ça a été favorable à Condor. Maintenant, on commande les produits algériens Condor de haute technologie, donc de climatisation. Eh bien, je suis désolé, mais ça, c'est des choses dont on doit s'enorgueillir. Il faut un petit peu quand même. On peut être critique sur certaines choses qui ne vont pas, parce que tous les pays ne vont pas tous parfaitement. Mais il y a quand même des choses quand c'est positif, faut le dire. Moi, je veux bien entendre que les gens critiquent. Ça ne me dérange pas la critique. Mais ce que j'attends de quelqu'un qui est critique, c'est ce qu'il propose. Parce que s'opposer, c'est proposer. Je le répète régulièrement, je vous le répéterai à chaque fois. Si on ne propose rien, on se tait. Si on propose quelque chose, comme je le ferai d'ailleurs prochainement, pour construire quelque chose qui avance dans la bonne direction, à ce moment-là, on peut entendre ces critiques. Mais si c'est critiquer pour critiquer, on connaît la musique, ça ne sert à rien. Ça, c'est des râleurs. Moi, je veux des gens qui soient force de proposition. À ce moment-là, si quelqu'un me dit j'ai une proposition alternative, j'écoute. Si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas. Très bien. D'un autre côté, quand vous parlez des critiques, est-ce que quand l'armée, ou une partie de l'armée qui se félicite du progrès de M. Tebboune, est-ce qu'une autre armée, une autre partie de l'armée, est-ce qu'elle a le droit de critiquer ces progrès? Vous savez, ça va créer... Le principe d'un État structuré, c'est pas tout le monde dit tout et n'importe quoi. Dans un État structuré, vous avez quoi? Vous avez des institutions d'État élues, vous avez un président et vous avez une armée. En Algérie, il y a un particularisme parce qu'effectivement, c'est l'armée qui a libéré le pays. Donc, il faut être très clair, comme Napoléon en son temps. Donc, cette institution a un porte-parole, le chef d'état-major. C'est lui qui parle. C'est pas n'importe qui. S'il y en a un qui est pas content et qui est un sous-lieutenant, eh ben, il doit rester effectivement dans une discipline de groupe de l'armée, ce qui est normal. Donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On dit de l'armée en France que c'est la grande muette, ce qui n'est pas tout à fait exact. On a vu ce qui s'est passé avec De Villiers. Elle n'est pas si muette que ça. Quand ça dérange, elle parle. Mais on dit qu'elle est grande muette parce que c'est une tradition française. Parce qu'ils ont eu des problèmes. Parce qu'on a installé un dictateur comme Napoléon, ça a posé des problèmes. En Algérie, elle n'est pas muette parce que c'est elle qui était active sur la libération du pays et qui a donc son mot à dire pour garantir la sécurité du pays. Moi, je suis désolé, mais je vous le répète à nouveau. Quand Gaïd Salah va dire je suis avec le peuple, l'armée n'est pas muette et elle le fait bien. À chaque fois que l'armée se positionne en faveur du peuple, ça me va très bien. Là, vous dites qu'elle est en train de soutenir l'action gouvernementale. Non, elle constate, et c'est indiscutable, qu'il y a des progrès. On ne va pas critiquer des progrès qui sont réalisés. Et ces progrès sont, on peut en parler en détail si vous le voulez, ces progrès sont réels. Des croissances à 4% depuis 4 ans, 5 ans maintenant, c'est pas mal. Une diversification amorcée sur le plan national, c'est fait. Sur le plan international, sur l'exportation, sur la politique internationale algérienne qui est de plus en plus active, sur la diplomatie qui est tous azimuts. Et puis, rappelons quand même la réussite algérienne. Les Maliens ont été à un moment donné un petit peu en froid avec l'Algérie. Aujourd'hui, ça se passe à nouveau très bien. Les pays de l'AES se rapprochent de l'Algérie, mais qui va s'en plaindre? On est sur une direction positive. Très bien. Monsieur Hamid Lelou, peut-être je vais écouter encore M. Tebboune pendant ses déclarations pendant le Conseil des ministres. Il a insisté sur la valeur de nos start-up puisqu'ils sont devenus apparemment un modèle pour l'Afrique. On va écouter ce qui a été dit pendant le Conseil de ce Conseil des ministres. J'en reviens à vous, M. Hamid Lelou. Au cours de cette réunion, le président de la République n'a par ailleurs pas manqué de saluer les avancées de l'Algérie dans le domaine des start-up, faisant de l'expérience algérienne un modèle pionnier et crédible qui suscite un intérêt croissant en Afrique, appelant à associer davantage le secteur privé au financement des projets, notamment dans les domaines les plus porteurs. Monsieur Hamid Lelou, vous avez écouté, apparemment nos startups sont devenus un modèle pour l'Afrique. Il y a beaucoup de la numérisation qui s'est bien développée en Algérie dans plusieurs secteurs. Monsieur Abinay, il insiste comme quoi même l'armée, ça fait partie des institutions, ils ont le droit, peut-être même le devoir de se féliciter de ces progrès, pas de Tebboune, mais d'une institution qui est une institution gouvernementale et le travail de l'Algérie comme un ensemble. C'est ça l'explication d'une partie des Algériens par rapport à ces éditoriaux de la revue El Jil. C'est quoi votre analyse sur ce point, M. Hamid Lelou? Alors, la revue El Jil, c'est une revue militaire. Donc, elle fait son travail de promouvoir le travail militaire. Et comme monsieur l'avocat de Tizi Ouzou l'avait dit, l'armée ne devrait pas... Maître Majid Hachour. Majid Hachour, l'armée ne devrait pas s'immiscer dans les affaires civiles. La coïncidence de cet article, c'est le 5 juillet, célébration du 5 juillet. On peut comprendre que la revue fasse ce genre de déclaration. Maintenant, il faut aussi se demander quelle est l'audience de cette revue. Qui lit cette revue? Quel est le gabarit, c'est-à-dire le total de lecteurs?
Est-ce que c'est le public algérien? Est-ce qu'ils s'adressent aux étrangers pour dire qu'ils sont là? Est-ce que c'est ça le problème? En général, dans les armées d'ailleurs occidentales, des pays développés, ce sont les soldats qui écrivent. Ils écrivent sur la vie quotidienne de leur armée, ce qu'ils font, etc., sans pour autant, bien sûr, déceler les secrets quand ils ont des secrets. Ce qu'on se constate avec, moi, ce que je constate avec l'armée, d'ailleurs, moi, ça m'arrive d'être d'accord avec M. Abina, je suis complètement contre les opposants algériens ou bien ceux qui se disent s'opposer à ce régime et qui s'attaquent à l'institution militaire de manière directe. Pourquoi? Parce que moi, je suis foncièrement convaincu qu'une bonne partie de cette institution militaire, comme d'autres institutions, elle est prise en otage par la police politique. Je l'ai expliqué plusieurs fois, et c'est ça qui fait qu'il y a une contradiction dans la démarche au sein même de cette institution, où d'un côté, on voit des avancées très importantes dans sa professionnalisation, et de l'autre côté, de temps en temps, comme cet article ou comme les sorties de certains généraux en carton, parce que je ne mets pas tous les généraux dans le même basket, comme on dit. Et là, il nous rappelle qu'il y a quelques réflexes anciens, quelques réflexes anti-nationaux, je dirais. Parce que mettre cette institution nationale au diapason et au devant de tout, et de dire, contrairement à M. Abina, ce n'est pas la moelle épinière. Non, non, non. L'institution militaire est une des institutions régaliennes du pays, oui, comme les services de sécurité, les services d'information, le ministère de l'Intérieur, la sécurité civile, etc. Mais l'institution militaire, ou un État de droit, il se base sur 3 piliers importants. La sécurité, avec toutes ces institutions, la police, l'armée, la gendarmerie et toutes les autres institutions sécuritaires. L'économie, une économie forte, productive. Non, je ne parle pas d'économie d'extraction, extractive, comme c'est le cas de l'Algérie. Et bien sûr, le peuple avec la bonne gouvernance. Et par rapport à ça, je dis aussi, par exemple, je peux vous donner un exemple sur la professionnalisation de l'armée algérienne, c'est que en Afrique, puisqu'on compare l'armée algérienne aux armées africaines ou aux armées arabes, c'est la seule, peut-être avec l'Afrique du Sud, qui fait des exercices militaires avec des armes réelles, avec des missiles, avec des lance-roquettes, avec air, sol et la marine, tout en étant interne entre bataillons algériens. C'est la seule avec l'Afrique du Sud. Pourquoi? Ça dénote de son professionnalisme, ça dénote de sa capacité matérielle et logistique et de savoir, et aussi ça dénote du fait que l'armée opérationnelle est vraiment déconnectée du politique. Elle ne s'intéresse pas aux politiques. Parce que les autres pays, s'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est parce qu'ils ont peur que l'armée jouisse d'une certaine liberté à utiliser les armes comme elle veut, sachant qu'il y a un risque de coup militaire. Et ça, on a vu avec l'Algérie que ce risque, il est très, très, très réduit. Et c'est l'avantage de cette institution militaire que moi, j'espère qu'on laissera tranquille. Sauf que M. Hamid, comme M. Gamala l'a bien mentionné, notre armée maintenant, c'est l'héritière de l'ALN, c'est elle qui a libéré l'Algérie. Donc c'est pour ça, peut-être, elle est un petit peu particulière par rapport aux autres armées. On sait que historiquement, ça, c'est un récit qui est faux, parce que elle est héritière de rien du tout. On a vu, il y avait un coup d'État, malheureusement, en 62. Les vrais militaires qui ont libéré l'Algérie ont été liquidés. Ceci dit, elle est passée à travers des hauts et des bas, à travers des pressions,
mais la chose a été reprise. Moi, je suis confiant dans la jeunesse des officiers, les jeunes officiers qui sont formés partout. Maintenant, c'est diversifié. Ils ne sont pas formés que dans les écoles russes. Ils sont formés en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et bien sûr en Russie et à la Chine. Et ça, cette diversification lui donne beaucoup d'avantages. Et il faut qu'on laisse cette armée se professionnaliser parce que l'équation est telle, plus l'armée se professionnalise, moins elle s'immiscera dans le politique. Et elle va le faire de façon intrinsèque et naturelle. Elle va se dégager de la politique et il faut maintenant laisser peut-être le temps au temps de faire les choses. Et surtout, moi, je suis foncièrement convaincu que cette police politique qui continue à travers certains officiers qui jouent le jeu pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, mais les militaires opérationnels, ceux qui vraiment tiennent l'armée sur le terrain à travers les frontières, surtout que nous avons des milliers de kilomètres de frontières très 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 fragiles, ces gens-là, quand ils font leur travail. Maintenant, vous allez me dire, ah mais il y a une contradiction, si ces militaires-là sont si intègres, si professionnels et si valeureux par rapport à l'amour qu'ils portent à l'Algérie, alors pourquoi ils ne s'opposent pas à ces gens qui sont en train de dénigrer de manière indirecte le travail des militaires? Moi, je pense qu'il y a une entente, pas un accord, une entente tacite entre les deux côtés, parce que pour le moment, justement, il n'y a pas d'alternative au sein de l'opposition, au sein du peuple, pour dire que nous sommes capables de reprendre ces institutions qui, pour la plupart, ont été prises en otage. Très bien, très bien. Monsieur Fateh, la transition est faite, puisqu'on est en train de parler de nos frontières qui sont fragiles, les menaces internes et externes. Ben justement, il y a cette information qui est tombée au début de cette semaine, l'arrestation d'un groupe décrit comme criminels et terroristes qui font partie apparemment du mouvement kabyle, mouvement indépendantiste kabyle-MAK, et entre ces membres, il y a aussi des Marocains. On va écouter cette information qui a été annoncée sur l'NTV. Je reviens à vous. Les services centraux de la sécurité de l'armée ont démantelé un groupe criminel composé de 6 individus du mouvement terroriste MAK, dont 4 éléments de nationalité marocaine résidant illégalement en Algérie, qui activaient dans la wilaya de Tizi Ouzou, en première région militaire, durant la période des élections législatives, dans l'objectif de perturber le bon déroulement de ce rendez-vous électoral et d'empêcher les citoyens d'y participer. Cette opération reflète le haut degré de vigilance dont font preuve les différents services de sécurité et leur aptitude à mettre en échec les plans criminels, notamment à travers l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans ces groupes subversifs qui ciblent la sécurité et la stabilité du pays. Ce Fateh, c'est un groupe qui essaie d'empêcher les Algériens de voter, parmi eux des Marocains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Algériens ils en vont voter parce qu'ils sont manipulés par les Marocains. C'est une insulte, ça. C'est une insulte pour le peuple. C'est-à-dire, on est, je dirais, un peuple soumis. Soumis aux étrangers, c'est ça. Les Algériens, ils n'ont pas voté en Kabylie parce qu'il y a les Marocains, peut-être en Napa parce qu'il y a les Tunisiens, peut-être à Tamara, c'est les Maliens ou les Nigériens. C'est du n'importe quoi, on ne va pas répondre à ça. C'est-à-dire, les choses sont claires maintenant. Si on va croire à ça, on va croire que ceux qui sont en prison actuellement, c'est des terroristes. 87 bis, elle a qualifié tout ce qui est critique de l'ordre constitutionnel en cours. Ça veut dire c'est quelqu'un qui va, je dirais, porter atteinte à l'intégrité nationale et les qualifier comme un dangereux terroriste. Ça va de soi, ça veut dire le discours. Il nous rappelle un peu les discours les despotismes. C'est quoi le discours les despotismes? On va sacrifier vos libertés pour vous protéger. C'est-à-dire on met en opposition la question de la sécurité et la liberté. Alors qu'en réalité, la sécurité, la matrice de la sécurité, c'est la liberté, c'est l'adhésion.
de tous les composantes de la nation au projet de l'État-nation. C'est ça. Et ce qui fait que la répression, c'est l'origine de l'insécurité. C'est-à-dire l'intégrité nationale, tous les dangers que subit l'Algérie. En réalité, la seule source de ces dangers, c'est le despotisme, c'est l'autoritarisme, c'est le hagara. C'est le hagara. Ce qui fait pour moi, c'est une insulte. Et vous pensez, M. Fethi, c'est un communiqué pareil, une information pareille, c'est pour justifier le taux de boycott? Est-ce que ça peut... C'est grave, c'est grave. C'est grave, Chawissa. C'est-à-dire ils ne veulent pas affronter la réalité de notre pays. C'est qu'on a un pouvoir illégitime. Les Algériens rejettent les élections, rejettent ce système. Et ce n'est pas par rapport à ces élections. Ça veut dire que les élections législatives, il y a 23% de taux de participation. Parce que quoi, il y avait quoi, les Français, les Espagnols, se sont intervenus pour empêcher les Algériens de voter. À ce point-là, ils sont en train de se comporter avec les Algériens comme on est des mineurs. C'est des gens mineurs. Ils ne veulent pas régler le problème. Et la seule réponse à cette crise politique qu'ils ont, c'est la répression. Ça veut dire ça, c'est pour justifier plus de répression. On est en danger. Et ce qui fait maintenant, qui va bouger pour défendre ses droits, pour dire il y en a marre, pour dire j'ai mal, et يحطوه comme un danger pour l'intégrité de la nation, un terroriste, le discours terroriste, un discours subversif, et voilà. Et ce qui fait ce climat, on installe un climat de peur pour justifier en réalité la répression. Même M. Ibrahim... Pour répondre à un de vos invités, il a dit que ما فهمتش انا كاين ديمقراطيه جديده peut-être une nouvelle définition de la démocratie عنده, c'est que quand on n'a pas des propositions, on se tait. Alors que la constitution elle dit que la liberté d'expression elle est garantie. Et ce qui fait même si on n'a pas de proposition, on a le droit de parler. Maintenant c'est le peuple qui juge. En plus, les propositions elles se font où? Dans le débat public. Il faut que les Algériens peuvent arbitrer entre les propositions. Quand on a un espace médiatique fermé à l'opposition, fermé à tout discours qui vient remettre en cause la politique de ce gouvernement. Je dirais un des spécialistes, un économiste, je pense, un spécialiste, Diabouf, un 24. Djelloul. Il était critique en الحبس. Et le type, il n'est pas un opposant, c'est pas un opposant. Ça veut dire que c'est حياته كاع يديفوندي في تبون. هضر برك دار une nuance par rapport à une question, il s'est retrouvé maintenant في الحبس. Et ce qui fait, c'est quoi cette manière d'aborder les questions d'Algérie? C'est comme, on est à part. En France, ça veut dire que tu n'as pas de proposition, tu te tais. En Américain, tu n'as pas de proposition, tu te tais. En plus, la question a le rapport, l'imbrication entre le militaire et le politique. Tu as vu en Américain ou en France ou n'importe quel pays démocratique, les militaires défendent la politique d'un président X ou Y. Ça veut dire que les militaires français, ils défendent la politique de Macron ou les militaires américains. On fait la confusion, soi-disant parce que Eisenhower ou la Bush, parce qu'ils viennent de l'institution militaire, c'est tout à fait normal que les militaires interviennent dans le débat politique pour défendre une option à une autre option. Non, c'est des gens qui ont cessé d'être des militaires, qui m'a De Gaulle, qui m'a Habsou Khlas, Kadassid, il est en exercice. C'est des gens qui sont en exercice, c'est un organe de propagande. Ça veut dire pour Tebboune. Il devenait un organe de propagande pour tout le monde. Ça veut dire les opposants. Ce n'est pas des Algériens. L'armée a dit, mais c'est l'armée Tanaga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je m'oppose à qui? Je m'oppose à tout le monde. Je ne vais pas m'opposer à l'institution militaire. Je ne suis pas là pour dire que مانيش هنا معارض للجيش. وعلاش يحطونا في هذه la situation pour dire qu'on est des traîtres. Ça veut dire qu'on n'a pas. Ça veut dire que أنت ماشي Algérien. أنت parce que راك تكريتيكي في المؤسسات تاع الجيش، راك تنتقد في المؤسسات تاع الجيش. أنا مانيش ننتقد في المؤسسات تاع الجيش، أنا ننتقد في السياسة تاع تبون. Parmi les choses que je critique dans la politique de Tebboune, c'est qu'il introduit l'institution militaire dans le débat public. Et ça devient une cible. Et ça, c'est très dangereux.
quelqu'un qui défend l'intégrité de la nation, اسمح لي وعنده خير على البلاد ما يقبلهاش هذه. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils viennent, tu te tais, tu te tais, تسكت. ماني في بلادي ما تسكتش. ما نسكتش انا في بلادي والشعب الجزائري ما يسكتش. الى الدروا كل انسان عنده الحق يهضر. هذه البلاد تاعنا كاع ماتوا عليها الشهداء كاع. ماشي بلاد تاع فلان ولا علان، اوني با دون اون مونارشي ابسولو. Ils l'ont transformé en monarchie absolue, en oligarchie absolue. Voilà, une minorité a le droit à la parole et la majorité, ils n'ont pas le droit à la parole parce que, soi-disant, maintenant, c'est proposition. Ils proposent des choses, ils discutent des calamités. Il y a d'autres qui sont là pour applaudir, ils s'offrent quoi, dans ma canne. Le type, il dit marhaba l'opposition. Et en même temps, des journalistes, ils n'ont pas le droit de voyager, de quitter le territoire national. C'est quoi? كيما عليلات ما خلاوهش يدخل دوكا بالفضيل ما خلاوهش يخرج دي جون يجي قالوا ماناش راضيين ندخلوهم الحباب. On va revenir, monsieur Father, on va revenir à ce point, la dernière partie de notre émission. Restez avec nous. Monsieur Majid Hachour, la transition est faite. On va essayer de passer à ce deuxième sujet qui a fait mal à beaucoup d'Algériens. La société a été traumatisée par les scènes qu'on avait vues ces derniers jours par rapport à la catastrophe de l'orphelinat d'Alger. On va d'abord passer cette introduction, je reviens à vous. Majid Hachour, on va passer cette vidéo qui a fait un vacarme dans la société, qui a fait mal à beaucoup d'Algériens. On va essayer. C'est vrai que c'est difficile avec les cris des enfants qui est en train de brûler, hein, si je peux dire, en direct. On va voir ces scènes et j'en reviens à vous, monsieur Majid Hachour. Maître Majid Hachour, des images terribles, hein, insupportables. Comment on peut expliquer en 2026 des enfants hein, qui se font brûler comme ça en direct et personne ne pouvait les aider? D'abord, je m'incline à la mémoire ainsi que le éducatrice. Mais juste une remarque. En direct, on a coutume dans ce pays. C'est triste. Oui, vous m'entendez? Il y a des coupures, hein, on ne vous entend pas très clairement, mais continue, j'espère que ça va s'améliorer. Je sais qu'on dirait que le Mektoub n'a que dans ce pays. À chaque fois, on a alors que, en parlant de propositions, d'abord, les propositions n'ont cours que dans un pays qui respecte l'alternance. Un politicien, un politique qui émet des critiques et des propositions est sûr d'accéder un jour au pouvoir pour mener sa propre politique et expliquer ses propres propositions. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? À une certaine ère, avant 2019, on nous avait dit que vous avez le droit de parler. Et uniquement de parler, mais pour accéder au pouvoir, vous pouvez courir. Aujourd'hui, on ferme le champ politique, on ferme le champ médiatique, on mène une pression, une oppression, une répression incroyable à base de loi unique pour combattre toute critique.
on condamne l'alternance. On condamne, ça veut dire on la ferme. On ferme l'alternance. Il n'y a pas d'alternance. Après, on vous dit proposer. Je propose pour vous aider. Non, monsieur, vous êtes au pouvoir, c'est à vous d'être créatif, d'être dans votre idée, puisque vous êtes au pouvoir. La critique est un droit. La critique est un droit. Ne l'enfermez pas sur de faux prétextes. Et là, je passe. Quant à ce qui se passe actuellement, il y a des mesures de sécurité. Dites-moi, s'il vous plaît, je voudrais comprendre. Est-ce qu'on est les seuls, ou peut-être oui, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. On est les seuls pays à barauder nos habitations, nos administrations. Même les lieux publics, on les barode, on leur fait des barotages. Dans les pays de Amn ou l'Aman. Est-il légal de faire des baraudages? Y a-t-il une loi? Y a-t-il une loi qui permet ces baraudages? Y a-t-il une loi? Au contraire, y a-t-il une loi qui impose des mesures de sécurité, surtout concernant des institutions ou des établissements à caractère public? Qui en est le responsable? Monsieur Charar al-Kahrafi, c'est pas cette étincelle qui s'est déclarée dans un climatiseur amenant un incendie. Avant de parler d'étincelle, il fallait parler des mesures de sécurité. Qui était obligé ou censé respecter ces règles de sécurité dans des établissements publics. Qui était censé assurer ces règles de sécurité et veiller à ce qu'elles soient respectées. C'est celle-là les questions. Le mektoub vient après, on est croyant. D'accord. Mais le mektoub avant les larmes. Rabbi قال لك سبب. ربي قال لك سبب. Voilà où nous en sommes. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Gamal Bina, je vous laisse d'abord un instant pour vous exprimer sur ce drame, votre sentiment devant ces cris d'enfants qui sont morts devant nos yeux sans pouvoir quoi que ce soit, sans pouvoir les sauver. Hein. On a vu des gens qui filmaient, mais ils ne pouvaient pas les sauver à cause des fenêtres fermées. C'est quoi votre sentiment, monsieur Gamal Bina? Pour commencer, on commence d'abord par une pensée pour ces malheureux enfants qui, on l'imagine et on l'espère, seront effectivement accueillis dans le vaste paradis d'Allah. Donc une pensée pour ces enfants, parce que c'est des enfants, c'est des anges, hein, comme par définition l'islam. Simplement, effectivement, c'est un drame comme il en existe tant dans le monde. Ça arrive partout, hein. Vous n'avez pas un pays qui échappe à cette règle. Les pays modernes et un peu plus structurés ont moins de drames, c'est vrai. Mais il y a quand même des drames. On a vu plusieurs établissements en France, par exemple, qui ont pris feu et on n'a pas pu sauver les gens. Et d'autres fois, il y a des héros qui font le travail. Les conditions, effectivement, elles ne sont pas, on ne peut pas les prédire. Hein. On parle beaucoup de Black Swan, donc comme quoi il n'y a pas de signe noir, mais quand ça arrive, on se rend compte que ça existe. C'est pareil pour l'Algérie, donc malheureusement, c'est paix à leur âme. Et puis après, à la suite de ce genre de drame, en règle générale, il y a des décisions qui sont prises pour améliorer peut-être la façon d'évacuer les enfants dans un immeuble en feu, mais les flammes vont très vite. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop à rajouter. Je paix à leur âme, c'est tout. Et puis, et vous comprenez, M. Gamal Bina, le scepticisme de beaucoup d'Algériens et ils ne croient pas comme quoi les responsables vont payer, si je peux dire,
à cause de l'impunité de beaucoup de responsables. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de beaucoup d'Algériens, de l'impunité de ces responsables? Parce que M. Hachor a bien posé les questions peut-être de beaucoup d'Algériens, qui est le responsable qui était censé garder la sécurité de ces enfants, de ces bâtiments. Et ce n'est pas que ce bâtiment. Est-ce qu'ils vont prendre comme leçon par rapport à d'autres bâtiments qui ont toujours le même problème? La vétusté des bâtiments et les conditions, effectivement, pour l'évacuation, c'est des problématiques qu'on connaît partout. Mais que les responsables soient poursuivis, s'ils sont responsables, bien évidemment, qu'ils vont être poursuivis. Je veux dire, il y a eu 3600 personnes mises en prison à la suite du Hirak pour détournement de fonds et pour malversation et tout un tas de problématiques qu'on a connues. Donc pourquoi est-ce que ces responsables, s'ils sont responsables, ne seront pas poursuivis? Il n'y a aucune raison. Après, il faut pas chercher... Parce qu'on a eu des exemples, M. Gamelab, par exemple, le bus qui est tombé dans le fleuve de Harash, on sait comme quand celui qui a payé, c'était le chauffeur. Au lieu de... Et le ministre qui était chargé de la route, il lui a donné une autre responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur. C'est ça l'idée que les Algériens ont de punir les responsables. On punit toujours le plus faible et les grands. C'est ça peut-être le problème. C'est pas logique, ça, il faut être un peu sérieux. Le ministre n'est pas responsable d'une mauvaise gestion d'un bus. C'est surtout de la route. C'est surtout parce que c'est pas la route. On va pas mettre, quand il y a un meurtre, par exemple, on pourrait bien, même en France, quand il y a un ministre où il y a un meurtre, on va pas le faire sauter parce qu'il n'y a pas de responsabilité directe. Il faut être un peu sérieux. La responsabilité ne fonctionne pas par délégation de pouvoir. Il y a une responsabilité directe de la personne qui est sur place, qui gère, qui est au rendez-vous, et puis ceux qui n'ont pas fait le travail, et c'est antérieur, c'est pas ce ministre-là. Effectivement, sur l'entretien des routes et autres. Mais c'est des problématiques qu'on a partout. On a eu ça. Combien de fois on a vu des, par exemple, prenez l'Angleterre. On a un pays qui soi-disant, est très moderne. En Angleterre, il y a eu des trains qui ont dérapé, qui sont percutés. On ne sait pas pour autant qu'on fait sauter les ministres. Après, il y a des responsabilités qui sont à établir, mais il ne faut pas tirer à tout va sur tous les champs. Moi, je dirais simplement, effectivement, que si les responsabilités sont établies, la personne va être poursuivie, c'est normal. Après, s'il n'y a pas de responsabilité, quand c'est un accident, par exemple, on ne va pas dire le type est responsable. On parle de la vétusté des bus. La réponse qui a été apportée, c'est la réponse que je veux entendre, c'est le changement de ces bus. C'est faire en sorte, effectivement, que ça ne se reproduise pas. Puis je vais quand même répondre aux deux assauts qui m'ont fait rigoler d'ailleurs, des deux personnes qui semblent très en colère par rapport à moi. Je maintiens totalement mes propos. Je dis que s'opposer, c'est proposer, construire, faire des propositions proactives. C'est pas passer son temps à critiquer. Ça, la critique est facile et aisée. Celui qui fabrique, celui qui se bat, celui qui fait des choses m'intéresse plus que celui qui critique. Le critique, c'est comme le critique du cinéma. Il n'a aucun intérêt. En Algérie, mais est-ce qu'il a le droit? Même s'il n'a pas intérêt. Il a le droit, mais il sert à rien. Il a le droit, il n'y a pas de problème. Il a le droit de critiquer, même il n'a pas de proposition. Tout le monde critique. En Algérie, tout le monde critique. C'est le sport national algérien, et ça a toujours été le cas, et moi, ça m'a toujours dérangé. C'est l'autocritique. Alors, on est spécialiste de ça, on se tape dessus, limite on est chiite, on se met des coups de fouet dans le dos. L'autocritique, ça va 5 minutes. J'ai entendu ça pendant des années, il y en a qui adoraient nous entendre nous critiquer. Maintenant, allons dans la construction, allons dans la revendication de la réussite, de l'envie de faire des choses. Moi, quand je vois, j'étais cet après-midi, par exemple, à une réunion pour l'investissement en Algérie, quand je vois que des gens veulent se lancer à investir, ceux-là, je les écoute, ils m'intéressent. Parce qu'ils veulent créer de la richesse, parce qu'ils veulent créer de l'emploi, parce qu'ils veulent participer à l'effort de la réussite du pays. Après, j'entends bien que ça dérange. On dit, par exemple, alors, on a transformé mes propos, j'aime bien être précis. Moi, j'ai horreur quand on transforme mes propos. Par exemple, on disait, par exemple, que l'armée, j'ai dit que l'armée se satisfaisait de l'état actuel de l'économie du pays. Elle ne soutient pas le gouvernement. Elle constate qu'il y a des avancées. Ça n'est pas à soutenir. Donc, il faut arrêter de transformer mes propos et de faire croire que j'ai dit autre chose. Ensuite, j'ai dit de façon très claire que l'armée n'est pas la moelle épinière, mais la colonne vertébrale. C'est un terme très précis. La moelle épinière, c'est ce qui alimente la colonne, mais c'est autre chose. L'armée est la colonne vertébrale, donc structurante du pays. Pourquoi? Parce que le modèle économique militaire, en règle générale, dans tous les pays du monde, a après été un modèle repris par le civil. C'est classique. J'invente rien. Quand vous voyez par exemple que les radars ont été inventés pour le militaire, ça a profité aux civils. Quand on voit par exemple que le micro-ondes vient effectivement de la création des radars, ça profite aux civils. Quand on voit effectivement que par exemple les missiles ont été envoyés, les V2 d'Allemagne vers l'Angleterre, ça a profité à un programme spatial qui a profité aux civils. Donc l'armée est structurante. Et le modèle militaire, en règle générale dans le monde, finit par effectivement être un modèle pour le civil, et c'est très bien. On voit bien même Renault... Toutes les voitures, tous les motoristes ont utilisé d'abord, ça a été utilisé pour le militaire, pour faire des missiles. Donc simplement pour dire quoi? Pour dire que je veux bien entendre des choses où on n'est pas content. Je vois bien que ça énerve tout le monde quand je parle, mais je m'en fous. Je vous dis franchement, ça ne me dérange pas du tout. Moi, c'est du petit lait. Parce que des oppositions en permanence, je les ai entendues tout le temps et il y en a marre. Si vous me dites, je ne suis pas d'accord sur ça, je préférerais voir ça, je suis prêt à l'écouter. Mais si vous dites, je ne suis pas d'accord, je m'oppose pour m'opposer, vous ne m'intéressez pas. Vous pouvez critiquer, si ça vous amuse, mais ça ne m'intéresse pas d'entendre des critiques gratuites. Moi, quelqu'un qui a des propositions concrètes, je l'écouterai avec beaucoup d'attention. Mais quelqu'un qui critique pour critiquer parce qu'il a envie d'être démocrate, Zama, ça, je ne veux pas l'entendre.
Très bien. Monsieur Gamal Abina, merci beaucoup. Donc, on va passer à une petite pause et on revient pour la deuxième partie. Restez avec nous.